Salut. Hello, salut, salut. Est-ce que tu veux te présenter par ton prénom? Est-ce que tu veux utiliser un pseudo? On pourra flouter ton prénom si tu as envie d'être Non, anonyme. non, mon prénom, ça va. Ouais, ça te va. Donc, Mathéo, bien le bonjour. Je te demandais d'où tu viens, où tu es confiné et quel est ton âge. Moi, je suis depuis maintenant 6 ans à Talence. Talence. Ouais, J'ai rejoint la région de Bordeaux pour mon lycée à la base ok. parce que je cherchais un internat qui soit pratique pour moi. Je suis confiné en Normandie, pas loin de Caen. Ok. Et du coup, j'ai 22 ans. À peu près 6 mois maintenant, là. Enfin, j'irai sur mes 23 à mon prochain anniversaire. Ok, j'adore ce niveau de précision, ça fait du bien à entendre. C'est clair. Qu'est-ce que tu voulais nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donnait envie? Euh, ben, je dis ça parce que je viens d'en parler, mais en fait, ça fait quelques jours que je me pose une question Ok, balance. sur ce qui va se passer en fait après le confinement, Ouais. parce que si vous voulez, d'avoir rejoint la région de Bordeaux et donc l'IEM auquel je suis interne depuis 6 ans, Ouais. à peu près maintenant, j'avais pas vraiment eu de contact avec le milieu de l'APF. Ok. J'avais pas vraiment eu de contact avec un milieu militant, Ok. mais avant. Et, je sais pas du coup si après le confinement, enfin les choses vont reprendre comme elles ont fonctionné avant, ou si ça va engager des changements dans les démarches. Ok. Tu veux Toi, dire des changements sur le handicap ou dans la société en général? Dans la manière de faire les choses, de ce que j'ai pu voir moi de l'IEM où j'ai été. toi, comment tu te sens dans l'IEM dans lequel tu es? C'est un IEM géré par l'APF, du coup, c'est ça? Oui, Ok. oui, oui. Et est-ce que tu as un point de vue en général sur les IUM et sur l'APF de façon plus particulière aujourd'hui? Euh, D'une manière générale, je pense pas avoir une idée assez globale de la chose pour parler de l'APF en général, je veux dire. Ok. Euh, mais en 6 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses. Ouais. Je peux quand même dire que l'IEM dans lequel je suis là, du coup, actuellement, euh, j'ai à peu près grandi dedans quand même. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler Parce que rapidement ce que c'est qu'un IEM, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas ou... c'est un institut d'éducation motrice. Ouais. En fait, dans le mien, en tout cas, je sais pas si pour les autres c'est exactement le même fonctionnement, mais ils accueillent des jeunes de 15 à 25 ans pour de l'accompagnement dans les études, l'insertion dans la vie autonome, en pouvant en même temps euh, permettre à ces internes-là d'avoir à proximité des soins type kiné, médecin, ergo, etc. Ok. Et du coup, je te Euh, coupais et tu disais que dans l'IUM dans lequel tu étais, ça fait à peu près 6 ans que tu y es, donc c'est comme si c'était un peu une espèce de famille, quoi. Tu as grandi un peu là-dedans. Euh, Comment tu as ressenti euh, cette famille de substitution un peu, c'est ça? Je sais pas, hein, si j'utilise oui, des mauvais oui, mots, dis-moi, hein. d'autant plus que voilà, je vais pas étaler mon histoire personnelle, mais en Je t'en fait, prie. euh, pendant mon adolescence, l'IEM, il y a eu un moment où ça a été mon seul toit, Ok. dans le sens où ça a été très compliqué avec ma famille pendant 3 ou 4 ans d'affilée.
Et voilà, sans l'IEM, je me retrouvais plus ou moins à la rue, en fait. Et c'est vrai que ben voilà, j'ai voulu pendant de nombreuses années considérer l'IEM comme étant chez moi. Et même si j'ai eu de nombreux désaccords avec la manière de fonctionner de l'IEM et que ça n'a pas forcément été facile de me faire entendre, etc. J'en garderai quand même un bon souvenir. Après, c'est vrai que la question euh, que je me pose là depuis quelques jours, elle est plutôt liée à ce que j'ai pu voir de l'APF à l'IEM. Ok. À ce que j'ai pu voir des idées, par exemple, que ça véhiculait. Ou en tout cas la manière dont je les recevais. Tu peux nous donner des exemples? Euh, ouais, il y en a plusieurs que je pourrais donner, mais je peux partir d'une situation en particulier. Je vais partir de la première journée du handicap à laquelle j'ai participé, où en fait dans le lycée dans lequel j'étais, c'était une opération de sensibilisation d'une journée complète avec pas mal de choses dedans. Il y avait des groupes de parole, des professionnels qui venaient parler de leur métier, Ouais. des activités sportives, etc. C'était assez large en fait, euh, comme, euh, comme panel. L'exemple que je peux donner, c'est que moi, j'ai voulu participer en fait à la base à un des premiers groupes de parole qui, à première vue, devait être 8 d'entre nous, entre guillemets, avec des médecins face à une classe de lycéens. Euh, et en fait, ces médecins-là étaient censés, avec nous, présenter notre cas, si je peux te dire comme ça. Ok. Euh, et c'est vrai que à la base, moi, je n'avais pas forcément envie Hmm. d'être présenté par quelqu'un d'autre ou Complètement. qu'on me donne à l'observation, en fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à m'incruster dans une des réunions de préparation de cet événement-là dans mon lycée. Et par rapport au groupe de parole, je leur ai dit, bah, moi j'aimerais bien qu'il y ait 2 micros dans la salle, un pour les élèves et un pour nous, en fait, et qu'on soit là simplement, sans forcément de médecin à côté, juste pour avoir une conversation. Ben, moi, c'était vraiment l'idée que j'en avais à la Ouais. base. Et du coup, j'ai réussi à obtenir cette configuration-là. On était 8 dans une salle avec 2 micros qui circulaient. Bravo. Ouais. Et ouais, je me suis senti bien à ce moment-là. Mais en fait, c'est vite passé parce que j'ai commencé à remarquer pendant la préparation du groupe de parole des grosses divergences qu'il y avait entre moi, ce que je recherchais à amener et ce pourquoi les autres étaient là. Dans le sens où, voilà, moi, je voulais vraiment avoir une discussion, alors que dans la tête de beaucoup de gens qui étaient avec moi, du coup, dans le groupe de parole, ils étaient là pour défoncer des clichés, entre guillemets. Ok. Mais du coup, là où ça m'a mis mal à l'aise, c'est que du coup, on se retrouvait face à des gens ignorants, pas dans le sens péjoratif du terme, mais simplement parce qu'ils sont là pour s'informer, Mhm. qui se retrouvaient du coup à devoir répondre de comportements pas forcément très bien reçus, justement de démarches que les gens pouvaient avoir en général, qui pouvaient être mal perçues par des gens en situation de handicap.
Ok. Mais du coup, ils se retrouvaient face à des gens qui leur disaient: vous avez des comportements déplacés, Ok. on est là pour vous le montrer. Ok. Et Ok. du coup, ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, c'est que je me suis dit: mais moi, je suis venu pour discuter, alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui voient quasiment des adversaires dans les gens qu'il y a face à eux. Est-ce que tu vois, en fait, toi, tu étais venu vraiment pour établir un dialogue, si je résume, hein, pour établir un Oui. dialogue, pour voilà, essayer peut-être de briser la glace. Et en fait, tu as eu l'impression, si je comprends bien, que eux, ils avaient l'impression que tu étais venu leur faire la morale, en fait. C'est ça? Faire la morale, et puis il y avait vraiment ce côté lutte, en Ouais. fait. Ouais. C'est-à-dire que on devait s'affirmer face à des gens qui avaient des comportements de base qui pouvaient en faire des adversaires, en fait. Est-ce que selon toi, ces personnes, ils étaient mal intentionnés parce que, en tout cas, ils avaient des mauvais comportements parce qu'ils étaient ignorants de la situation, ou juste parce que du coup, c'était une espèce de masse et on disait de toute façon, les valides, ils comprennent rien, ils nous prennent pour des objets médicaux, ils nous prennent pour, j'en sais rien, la sensibilisation, ils y comprennent rien, ils font rien pour que l'accessibilité se fasse. Est-ce que du coup, est-ce que les personnes qui étaient présentes, c'était ceux qui étaient, on va dire, les moins informés et du coup les plus réfractaires, ou alors ils étaient dans une démarche positive? Parce que s'ils viennent là, je me dis, c'est qu'ils étaient positifs, ils avaient envie peut-être d'apprendre. Ben oui, oui, mais j'ai envie de dire, je pense que c'était pas du tout dans les intentions d'être agressif, Ok. parce que en fait, dans le ton, c'était absolument pas on a quelque chose à vous reprocher, mais voilà les faits, Ok. si tu veux. Mais du coup, moi, ça m'a rendu encore plus sensible au fait que la logique de fond se disait il y a les valides et nous. Ouais. Et Et tu trouves donc, ça du gênant? coup, ouais, ouais, moi, j'ai vraiment trouvé, enfin, moi, ça m'a fait l'effet d'une bonne douche froide. Ouais. Parce que du coup, ça m'a poussé à voir d'un autre œil par exemple, d'attention que les gens pouvaient avoir à notre égard. Ouais. C'est-à-dire que, bon, je vais caricaturer pour Vas-y. pouvoir être, Ouais. être franc, Ouais. mais j'avais vraiment la sensation qu'en fait, on était face à quelqu'un qui était venu s'informer et qui du coup n'en savait rien, Mhm. à qui on disait: tu as des comportements de merde. Ouais. Euh, donc, voilà, on est là pour te le montrer, en fait. D'accord. Est-ce que tu trouves que ça, du coup, en fait, pour toi, ça creuse d'autant plus le fossé de dire, voilà, nous, handicapés, on subit toutes ces violences, toute cette galère et tout, et c'est toi le valide qui nous l'a fait subir. Est-ce que, selon toi, peut-être ça creuse d'autant plus ce fossé qui fait que, du coup, euh, ça fait que l'un et l'autre sont peut-être irréconciliables, c'est ça? Quelque part, oui. Après, je pense pas pouvoir m'exprimer sur l'état du fossé, entre guillemets, parce que Ouais, bah voilà, j'avais pas été en contact avec tout ce qui était APF, ouais, ni même des CESAD, etc. J'ai toujours été élevé en milieu ordinaire, et la question ne m'était même pas arrivée, en fait. C'est-à-dire que je me disais, bon, ben, je suis né en fauteuil comme n'importe qui enfin, naîtrait, ouais. je sais pas moi. Grand, petit, Voilà, ouais, femme, voilà. homme, j'en sais rien, noir, blanc, ou Et, voilà, c'est euh, une particularité. et en fait, quand on m'a présenté la région de Bordeaux et qu'on m'a dit c'est la région, c'est une des régions, voire la région la plus adaptée aux personnes handicapées, la plus respectueuse de ce genre de conditions,
je m'étais dit, ben, ça a l'air accueillant, tu vois. Mais quand je me suis retrouvé face à certaines logiques qui pouvaient y avoir derrière, je me suis dit d'emblée, non merci, ce sera sans moi parce que j'ai pas envie de voir les choses comme ça. Tu veux dire ce militantisme agressif un peu, c'est ça les logiques qu'il y avait derrière? Ben, c'est-à-dire que, encore si c'était agressif consciemment, en Ouais. fait, chez des gens qui, qui se disent, bon, ben voilà, c'est une solution de s'affirmer, ce qui peut être le cas. Hein, pour le Oui. Ouais. si c'était des gens qui faisaient le choix conscient d'une opération coup de poing, ça m'aurait beaucoup moins dérangé. Par contre, de sentir que du coup, c'est quelque chose de sous-jacent Ouais. Okay. et qu'en fait, même dans les discours de gens qui ne veulent pas se montrer véhéments ou quoi, ben, tu retrouves toujours ce clivage. Et que quand tu poses la question de pourquoi ça se passe comme ça, les gens te regardent et te disent bah quoi, c'est comme ça que ça marche. Alors c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je comprends ta situation. Moi aussi, j'ai eu une scolarité essentiellement avec des valides et justement, j'ai très peu connu les institutions. Au moment où je les ai connues, en fait, ça a été pour moi très compliqué. Ça a été une incompréhension de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce microcosme-là du handicap où je n'ai pas l'impression d'être à ma place parce que j'ai l'impression d'être dans une espèce de bulle fermée où les gens parlent entre eux et où je ne me reconnais pas du tout dans cette communauté. Et du coup, j'ai beaucoup rejeté en bloc en fait tout l'écosystème handicap en disant de toute façon, ça, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Et puis, qu'ils fassent les handicapés entre eux, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup travaillé là-dessus ensuite. Est-ce que c'est un truc dans lequel tu te retrouves, Mathéo, en tout cas qui te... Ouais. Oui, oui, totalement. Moi, j'irais presque jusqu'à dire que ben, si j'ai posé des questions, c'est aussi parce que j'avais peur quand je me sentais glisser doucement du côté, de toute façon, justement, j'aurais qu'à tout rejeter ça en bloc, parce que ça ne me correspond pas du tout. Mais en fait, l'interrogation, elle était tellement grande que du coup, j'approchais les gens et je leur demandais, mais pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Il doit forcément y avoir eu des choix qui ont été faits. Ouais. Et quand on me demandait d'expliquer les positions, ou du moins quand j'essayais par exemple de mettre de l'eau dans mon vin, justement, j'étais considéré justement comme quelqu'un de complètement réfractaire. Ouais. Alors que je venais juste poser des questions. Par exemple, je vais prendre un exemple de situation où j'ai été très tenté de tout rejeter en bloc. C'était pour une opération de financement participatif. Okay. En Didon, je ne sais pas si c'est fait ailleurs dans d'autres régions ou si ça prend un autre nom, mais ils ont organisé une tombola pendant 4 ou 5 ans à la même période de l'année. Je crois que c'était mi-avril. Et en fait, la première année où j'étais à l'IEM, j'y avais pas trop porté d'attention. Jusqu'à ce que, à un moment donné, on me mette en 2016 un ticket de tombola dans les mains et que j'ai vu que le premier prix c'était un ordinateur portable. L'année d'après, le premier prix c'était un monospace. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On est en train de faire ça en mon nom? Non, juste non, quoi. Et en fait, j'ai regardé derrière le ticket et je crois que je me suis tapé une crise de fou rire en voyant les petites notes en dessous parce que la valeur totale des lots à gagner était à 85 000 euros.
là, dans la comme logique. ça. Et moi, à ce moment-là, j'ai rigolé. Je leur ai dit, mais j'ai envie d'appeler tous les parents des gens qui sont à l'IEM et de leur dire bonjour, mesdames et messieurs, votre enfant a une valeur marchande estimée à 82 000 euros. Vendez-le, c'est pour la bonne cause. Et du coup, je me souviens très bien rigoler de ça en le disant comme ça de aller vers les gens de l'IEM et leur dire mais ça vous dérange pas qu'on fasse ça en votre nom en fait. Euh, et euh, Au final, quand j'ai fini par dire je ne veux pas participer à ce genre de truc, je ne serai pas affilié à ça, je me souviens très bien d'un des jeunes qui avait une position plutôt bien affirmée à l'IEM d'ailleurs, parce qu'il était dans le conseil de vie sociale de l'établissement. Ils avaient 2 ou 3 réunions par an pour tout ce qui était vie quotidienne, tout ça. Je me souviens très bien de ce mec-là me regarder et me dire tu trahis les tiens. Ouais, une espèce Et d'éthique. là, je Ouais. savais plus quoi dire parce que je me dis mais ils s'en rendent même pas compte en fait de la violence du truc. Et, euh, Ouais, et, excuse-moi, je t'en prie, Tom. et à ce moment-là, effectivement, j'ai été tenté de tout rejeter en bloc, mais je me suis dit qu'en fait, si je le faisais, j'allais finir complètement aigri. Et donc, Ouais. du coup, je me suis dit, continue à te poser des questions, même si on te claque des portes à la gueule, parce que sinon, tu vas jeter une grande partie de ta santé mentale par la fenêtre. C'est rude dit comme ça, mais je sais vraiment pas comment l'exprimer autrement. Si, moi, ça me parle vraiment beaucoup. Je pense que cette sensibilité, je la comprends parce que j'ai été vraiment confronté à ça. Moi, j'ai rejeté le truc. J'ai senti que je pourrais vraiment mal tourner en continuant à avoir mis la poussière sous le tapis et en me disant de toute façon, c'est pas mon monde, ils font leur truc de leur côté et puis bah, advienne que pourra. C'est aussi pour ça que aujourd'hui, je suis là avec vous, que je me suis rassemblé avec d'autres. En tout cas, on a créé une You. Et, et d'une certaine façon, c'est aussi pour se réconcilier avec ce milieu et mieux comprendre en fait euh, les façons de vivre de chacun et de pouvoir avoir cette chance en fait de rencontrer des personnes qui ont des styles de vie, des histoires et qui trouvent des solutions hyper imaginatives au quotidien pour se rendre autonome et pour être acteur de leur vie. Ce dont tu me parles, j'ai l'impression aussi que ça va au-delà de ça, en fait. Ça va au-delà de ça et c'est des postures, en fait. C'est un peu un label, quoi. C'est-à-dire que moi, je fais partie enfin, tu vois, c'est moi, entre guillemets, c'est-à-dire la personne sous label, sous l'étiquette, qui dit, moi, je fais partie de ce milieu du handicap militant qui fait que du coup, je corresponds à certaines cases, je réponds à certaines cases, je coche certaines cases, du coup, je tiens un discours précis. Et je vais peut-être me faire taxer par beaucoup d'être un peu extrémiste là-dessus, mais j'ai l'impression que du coup, ça ferme un petit peu la discussion et ça ferme un petit peu peut-être parfois l'échange. Et je Oui. comprends qu'on ait besoin parfois d'avoir une identité et d'avoir en fait euh, d'avoir quelque chose à se raccrocher pour avoir justement quand on se construit dans sa personnalité. Il y en a qui deviennent émo, il y en a qui deviennent, bon, c'est plus à la mode, hein, il y en a qui deviennent rockers, il y en a qui font du skate et du coup qui font partie de ces trucs de skateurs, il y en a qui et c'est peut-être aussi une façon de se construire une identité, de faire partie de cette étiquette du militant un petit peu contre le monde, contre les autres, et qui fait que du coup, c'est un passage qui finit au bout d'un moment par se tasser. Et lorsqu'on est assez intelligent, peut-être qu'au bout d'un moment, on change un petit peu son bracket et on ouvre la conversation, on ouvre l'idéal de se dire qu'on peut avoir des pensées différentes, que l'autre peut avoir des pensées différentes, et que du coup, on peut
on peut discuter avec les autres. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Mathéo. Je pense que c'est assez important de garder l'esprit ouvert et de dire, ouais, c'est important de continuer à discuter. C'est important de continuer à faire l'échange avec des personnes pour lesquelles j'ai pas forcément en tout cas, l'état d'esprit pour comprendre pourquoi ils pensent pas comme ça et pourquoi ils ont cette façon d'être. Parce que sinon, ouais, on se referme et nous-mêmes, on devient le con d'un autre, quoi. Donc Et oui, oui. je pense que ça a son intérêt. Euh, Désolé, je suis un peu parti dans un tunnel, Non, pas de souci, dans pas un de souci. tunnel, mais c'est un sujet qui me touche vraiment parce que je l'ai vraiment vécu aussi et je peux comprendre surtout que toi, ça fait longtemps que tu es dedans aussi. Moi, je suis resté 2 ans en institution et 2 ans, ça m'a paru déjà très long, quoi. Et Ouais, ouais, ouais. après, je comprends toi, tu as ton histoire, comme tu dis. Et d'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus. Comment tu te sens par rapport à ton histoire et du coup, le fait que tu sois dans cette IEM, est-ce que tu te sens reconnaissant de ton IEM ou en tout cas de l'institution ou est-ce que tu te sens autre chose, quel est ton sentiment en fait? Là-dessus, ça serait encore plus large parce que, euh, comment dire, là, si tu veux, je suis en train, du coup, avec le temps que me donne le confinement, de d'écrire mon parcours à l'écrit depuis le début, en fait. Euh, et c'est vrai que dans le fond, je pourrais en même temps dire oui, heureusement que l'IEM était là pour moi parce que bah, sinon, j'avais pas grand monde, surtout pendant mon lycée et tout. Mais, euh, mais si on en vient sur les conséquences du fait que j'y sois resté longtemps, là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que en fait, étant donné que j'avais pas ma famille derrière moi, je me suis vite retrouvé face à des rapports qui sont très très vite devenus toxiques parce que au final, la posture éducative que tient l'IEM, qui est d'abord dans sa fonction d'ailleurs, en fait, elle a pris beaucoup trop de place dans ma vie et dans la manière dont les gens euh, se sont comportés avec moi, en fait. Dans le sens où, bah, vu que j'avais pas grand contact avec ma famille, que il n'y avait pas grand monde pour dialoguer à l'extérieur avec l'UM, ben, du coup, ils ont cherché à puiser des informations, sauf que ces informations-là, elles ont été puisées dans ma vie privée. Hmm. Et là, par contre, ça a très vite failli devenir dangereux. Et c'est vrai que quelque chose qui peut paraître un peu bateau, mais que j'ai pas du tout réussi à expliquer à l'IEM, même si là, cette année, j'ai eu de la chance parce que avec un concours de circonstances, il y a eu des changements dans la direction de l'établissement. Et depuis cette année, je suis suivi par des gens qui ne me connaissaient pas avant. Mais il faut se dire que par contre, avant Ouais. ça, pendant 6 années scolaires, c'est les mêmes personnes qui m'ont suivi de A à Z. Ouais, c'est hyper Et, sensible ce que et tu c'est vrai que ça a été très très compliqué parce que ben, moi, il y a plein de moments où j'ai été bouillant de colère, mais que il y avait une partie de moi qui me disait mais non, mais ces gens-là ne te veulent pas de mal en fait. Ils le font parce qu'ils le pensent nécessaire et et parce que ça fait partie de leur travail ou du moins que tu pourrais avoir besoin d'eux.
Mais du coup, derrière les limites que les gens se poseraient normalement en institut ou en structure médicalisée, elles se sont très très vite effacées vis-à-vis de moi. Et du coup, c'était, enfin, je sais vraiment pas comment décrire ça avec des mots clairs. Non, mais Si, c'est très clair. Ouais. ah ouais, moi, c'est très Et très clair. C'est hyper sensible ce que tu dis. Tu poses justement les bons mots quand tu parles Ouais, de rupture avec tes sentiments privés, avec tout ce qui fait tes compétences émotionnelles, qui est vraiment ton chez-toi, ton intérieur, ce qu'il faut pas toucher. Ça peut amener à des situations de chantage, ça peut amener à des situations relationnelles, émotionnelles assez toxiques. Et je ne sais pas si tu as pu vivre de ce genre de truc, en tout cas, mais c'est là la limite, on est d'accord, quoi. mais je vais prendre un exemple en ne nommant personne parce que bah, voilà, je sais quelque part que les gens ne sont absolument pas responsables enfin, n'ont pas été conscients de la violence de la situation. Mais j'avais 16 ans quand je me suis sévèrement embrouillé avec ma mère et qu'elle m'a viré de chez elle. Et j'ai deux petites sœurs qui ont 10 et 11 ans de moins que moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand l'IEM a compris que j'allais plus avoir de contact avec ma mère, le premier truc qu'ils ont fait, c'était de me demander de signer un papier comme quoi je cessais tout contact avec ma mère et que je voulais pas que l'IEM en garde. pardon. Sauf que du coup, j'ai eu un rendez-vous avec un des membres de la direction pour parler de ça, parce qu'évidemment, j'ai refusé de la Ouais, bien faire, sûr, cette lettre. bien Tout sûr. simplement parce que l'IEM devait en envoyer une copie à ma mère. Et je voulais pas que mes sœurs tombent dessus et se disent, ben voilà, notre frère, il veut plus nous voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'entretien que j'ai eu avec ce membre de la direction, quand j'ai dit non, mais je veux pas que mes sœurs tombent dessus et se disent que voilà, c'est fini parce que c'est absolument pas mon but, on m'a répondu les yeux dans les yeux, écoute Mathéo, dans la vie, il y a des dommages collatéraux. Ouais, non, tu vois, c'est marrant Sauf parce que du coup, tu t'en rappelles de cette phrase, quoi. Et Ah oui, psychologiquement, oui, enfin, mais ouais, parce que l'ironie du sort qu'il y a là-dedans, c'est qu'elle m'a été dite par quelqu'un qui, à toutes les fêtes de fin d'année de l'établissement, venait avec ses enfants. oui, Et donc, ouais, du coup, je me souviens avoir été viré de la salle en disant, mais je vois tes trois enfants tous les ans à la fête de fin d'année, mm, et tu me parles de deux filles de 10 et 11 ans comme des dommages collatéraux. ouais. Ah, Et à ce moment-là, je pense que la personne en face de moi l'a pris très personnellement et a réagi sur l'impulsif. mm, Mais voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire quand je disais tout à l'heure que je pense que les gens ne se rendent pas compte en fait de la violence incroyable que les discours institutionnels ouais, peuvent admettre en fait. carrément. Si je te donnais là le mot de la fin, en conclusion, comment tu penses que du coup, parce qu'on a dérivé, on est allé un peu plus loin que ce que je me disais, comment tu penses que le Covid, là, le virus, pourrait un peu changer cette vie en établissement, ce militantisme, les façons d'être des uns et des autres, et qu'est-ce qu'on peut faire selon toi? Ben, moi, si j'ai quelque part un espoir, c'est que j'espère vraiment que les gens vont prendre pas forcément un départ de zéro, mais
qui vont avoir accès à assez d'introspection pour se dire Ouais. ça va pas forcément à se passer comme ça en fait. Parce que dans le fond, c'est un gâchis mental et un gâchis humain qui est énorme. Tu vois, ce genre de situation entre des gens qui ont bossé ensemble pendant des années, qui se retrouvent face à ce genre de discours-là, qui au final se dilue dans tous les aspects de la vie en institution. J'espère vraiment que parce que là, avec le confinement, le rythme a été très ralenti, tout ça, on arrivera à envisager les choses avec un peu plus de nuances. Ouais. Avec un peu plus de respect des autres et un peu plus de... Ouais, c'est-à-dire que moi, s'il y a bien quelque chose à bannir justement pour le mot de la fin, c'est cette notion de lutte qu'il y a partout. En fait, cette notion de lutte qui suppose que du coup, il y a besoin on a besoin d'adversaires pour continuer. On a besoin d'adversaires pour s'affirmer, tout ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment le pire des pièges qu'on puisse tomber, dans lequel on puisse tomber, et la pire des choses qu'on puisse s'infliger sans même s'en rendre compte. Ouais. Yes. Bah, merci pour ton Merci intervention, Mathéo. Mathéo. C'était vraiment intéressant, ça met vraiment plein de sujets en perspective. Et bravo parce que Euh, c'était pas évident d'aborder les ouais, sujets. ouais, merci de nous apporter de telles infos et puis de partager un peu de toi. En tout cas, ça fait du bien. Ouais, ouais. À très vite, Mathéo. Tu Tu es nous tiens... le bienvenu. Ah, pardon, ouais. Non, j'ai dit tu nous tiens au courant, Mathéo. Carrément, tu es le bienvenu sur sur ce channel, en tout cas sur cette radio libre. On sera là tous les vendredis. Donc, n'hésite pas à revenir, hein. Il y a plein d'autres D'accord. sujets à aborder. C'était vraiment chouette. Oui, pour le coup, je pourrais le faire. Et j'adore en tout cas ce message positif en se disant que voilà, par l'introspection, chacun peut travailler et le fait de croire en l'humain, beau mot de la fin. Franchement, tu nous gratines. Merci. Merci. Bisous, Mathieu. Ciao, ciao. Salut. Prends soin de toi.